Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo de la séance numéro 2 du séminaire L'espace au cinéma, Master 1, Sorbonne Nouvelle, année 2020-2021, deuxième semestre. Alors la séance d'aujourd'hui, j'ai voulu que ce soit une séance un petit peu d'exemplification de l'analyse d'un film à travers les questions que pose son traitement de l'espace et une façon aussi de déployer les différents enjeux que le traitement de l'espace amène avec lui, les différentes façons dont on peut considérer l'espace filmique dans un film et donc dans l'analyse qui essaye de rendre compte le plus justement possible de l'expérience que propose le film. Donc le film en question, c'est Heat de Michael Mann, qui date de 1995. Heat, H-E-A-T, hein, c'est donc la chaleur en anglais, et c'est aussi un terme d'argot qui désigne dans le milieu des malfrats ces moments où il y a une grande pression, notamment parce que une enquête policière est peut-être près d'aboutir à une arrestation. C'est un film qui met en scène un affrontement dans la ville de Los Angeles entre un groupe de policiers et un groupe de malfaiteurs. Le groupe de policiers est mené par Al Pacino et le groupe de malfaiteurs par Robert De Niro. C'était d'ailleurs un peu l'argument promotionnel du film que de proposer pour la première fois sur grand écran la réunion de ces deux grandes stars masculines du nouvel Hollywood et du cinéma américain de la fin du XXe siècle en général, qui n'avaient auparavant jamais partagé l'écran ensemble, si ce n'est dans un fondu enchaîné entre deux époques du film de Francis Ford Coppola, Le Parrain 2, qui datait de 1974. Donc c'est un film très archétypal, Hit, dans le sens où il y a vraiment ces deux camps, des attitudes masculines hiératiques, tout un jeu avec l'héritage du film de gangster et du film policier, notamment un héritage qui vient de l'œuvre du cinéaste français Jean-Pierre Melville. Et en même temps, Hit, c'est un film qui est aussi creusé par une dimension mélodramatique. C'est un film dans lequel donc se côtoient différents genres, hein, film policier ou film de gangster d'un côté, et mélodrame de l'autre, notamment parce que la plupart des rôles principaux masculins, enfin les personnages principaux sont très clairement des personnages masculins dans ce film, le film accorde une grande attention en fait à tout ce qui se passe dans leur vie sentimentale. Et donc, il y a des situations un petit peu différentes selon les cas. Et justement, les deux scènes que je vais vous montrer de Hit sont des scènes qui sont liées à cet aspect-là du film, c'est-à-dire un aspect peut-être davantage centré sur l'affect amoureux, l'affect intime, le sentiment, plutôt que sur les enjeux liés à la criminalité, aux enquêtes policières, qui sont, je dirais, l'ordinaire du film policier. Et c'est un film qui est très intéressant à plein d'égards, déjà parce qu'il est brillamment mis en scène, c'est aussi parce que c'est un film qui incorpore de façon très évidente la ville de Los Angeles, pas seulement comme un décor, pas seulement comme un terrain de jeu pour l'enquête ou les courses-poursuites ou je ne sais quoi, mais vraiment comme une façon d'encadrer le destin des personnages, de contribuer à les définir, ces personnages, à définir leur façon d'être au monde. Et c'est très clair dans la mise en scène de l'ensemble du film que c'est une préoccupation première. C'est un enjeu principal de sa composition, cette présence insistante et très signifiante de l'environnement urbain. Donc ça va nous permettre déjà d'entrer aussi un petit peu dans la question de l'espace au cinéma, par exemple par rapport au traitement d'un motif qui est ici l'espace urbain et une ville particulière qui est la ville de Los Angeles.
Par ailleurs, évidemment, l'espace est un enjeu dramaturgique. On s'en doute à partir du moment où il y a cette espèce de chassé-croisé entre criminels et policiers dans une grande ville. L'espace urbain avoir, évidemment, va receler des enjeux liés à la progression des uns et des autres, au fait d'être caché ou d'être au contraire mis à nu. Va aussi, puisqu'on parle aussi de dimension sentimentale et d'histoire de couple, charrier avec lui des enjeux qui ont un trait au rapport entre les personnages, des enjeux de plus ou moins grande distance entre eux ou de plus ou moins grand rapprochement, par exemple, qui traduisent dans l'espace d'une certaine façon des états d'âme et des états relationnels. Et puis par ailleurs, eh bien, c'est également excusez-moi, mon portable sonne, je le coupe, voilà. C'est enfin aussi comme un matériau de la mise en scène et du montage qu'on va analyser l'espace cinématographique ici, dans HIT, avec l'idée que ce matériau de base de la ville de Los Angeles, des lieux de tournage dans lesquels ont été tournées la plupart des scènes en extérieur naturel, et bien que ce matériau est en permanence sculpté par les choix de position pour la caméra, les choix de cadrage, les choix de point de vue. Il est en permanence fragmenté, découpé et reconstruit par des choix de montage qui décident d'accorder la priorité à tel ou tel aspect de l'espace scénographique. Donc, toute une scénographie en fait spatiale propre au cinéma parce que véritablement ancrée dans la pratique de la mise en scène de cinéma, donc incorporant la caméra et dans le montage. Et on pourrait aussi rajouter le rapport entre image et son, même si là, dans l'analyse que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est plutôt secondaire. Ce film, donc, je vais vous en présenter deux séquences que je vais analyser, ou en tout cas je vais vous donner un petit peu les pistes par lesquelles on peut les analyser. Vous n'avez pas à prendre de notes a priori, puisque je vais vous donner en même temps sur eCampus un article que j'ai écrit il y a assez longtemps. C'est un article un peu de jeunesse. Il est perfectible, mais bon, on va dire qu'il a quand même des aspects intéressants, je l'espère en tout cas. Un article justement où je reprends la plupart des choses que je vais vous dire. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est ne prenez pas ce cours en note comme si vous alliez passer un partiel dessus ensuite. Posez-vous devant, écoutez-le, regardez-le attentivement et ne prenez en note que ce qui éventuellement vous paraît absolument déterminant pour l'analyse des films d'Andrea Arnold que je vous ai demandé de faire pour le dossier d'évaluation de fin de semestre. Voilà. Mais ne prenez pas en sténodactylo l'ensemble de ce que je vais dire, surtout pas, ce serait pas approprié ici à la structure de ce cours. Donc il y aura cet article qui va reprendre la plupart des choses que j'aurais dites, et puis il y a également le film lui-même que je vais vous transmettre. Si son visionnage intégral n'est pas requis, il n'y a pas d'obligation de le faire. Vous pouvez très bien lire l'article que je vais vous transmettre sans avoir vu l'intégralité du film. Ça nous arrive à nous très souvent dans la recherche de lire des articles sur des films qu'on n'a pas vus ou qu'on a vus il y a tellement longtemps qu'on s'en souvient très peu. Et dans ce cas, on arrive quand même en général, si l'article est bon, à voir de quoi il retourne et à pouvoir l'évaluer. Mais donc pour vous ici c'est à vous de voir si vous voulez vous faire une petite soirée cinéma devant HIT, ce qui serait à la fois un peu du travail pour ce cours mais en même temps aussi du loisir, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, surtout dans le contexte que nous vivons. Et vous pourrez très bien comprendre de quoi il retourne en vous contentant juste de cette vidéo et de l'article qui sera sur eCampus. Voilà. Je vais juste reprendre un tout petit peu les différentes approches par lesquelles on va rentrer dans le thème de l'espace. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction la dernière fois. On va essayer de considérer l'espace
filmique à la fois comme un motif figuratif, donc ici ça va être la ville de Los Angeles, à la fois comme un enjeu dramaturgique, déplacement des personnages dans un espace fictionnel qui présente des ressources, des obstacles, etc. Et puis considérer donc l'espace filmique aussi comme un matériau en permanence modelé, sculpté par la mise en scène et le montage. Alors, en ce qui concerne l'approche de la ville de Los Angeles, c'est ici une approche que je vais vous proposer d'appeler géopoétique, c'est-à-dire que si on reconnaît à l'intérieur d'un film un souci particulier pour rendre compte de l'expérience sensible d'une ville ou d'un décor naturel quel qu'il soit, eh bien, on peut peut-être convoquer ce concept de géopolitique sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans un prochain cours vidéo pour vous l'expliquer davantage en détail, mais qui consiste en gros à dire que l'approche géopolitique du film, c'est celle où on considère que l'environnement dans lequel on filme est lui-même une forme sensorielle et lui-même un environnement qui est déjà de l'ordre de l'expérience esthétique, et on cherche à adapter le film à la captation de l'essence même du rapport qu'on peut avoir à cet environnement. Et c'est donc quelque chose que j'ai essayé de montrer dans le cours du premier semestre, analyse d'objets audiovisuels, quand je vous ai parlé des symphonies urbaines, et notamment de Berlin Symphonie, une grande ville, de Walter Ruttmann. Et justement, dans l'article que je vais vous mettre sur eCampus, eh bien, il va y avoir une mise en rapport entre le projet géopoétique des symphonies urbaines par rapport à la grande ville, c'est-à-dire la considérer comme un phénomène esthétique en soi et essayer d'en traduire certaines essences dans le langage du cinéma, certaines essences comme le mouvement, les lumières, les rythmes, etc. de la grande ville. Bon, eh bien, je fais le rapprochement dans l'article avec la démarche de Michael Mann, bien que celle-ci soit dans un cinéma de fiction beaucoup plus normé, hollywoodien, etc. J'y décèle, si vous voulez, à peu près le même projet par rapport à l'expérience de la grande ville. Ensuite, on peut aussi approcher donc l'espace en tant qu'enjeu dramaturgique à travers une approche donc là narratologique. Une approche narratologique qui a aussi notamment été développée par André Gardy, dont vous pouvez retrouver la référence dans la bibliographie que je vous ai transmise sur eCampus, dans un livre de 1991 qui s'appelle L'espace au cinéma, et qui est vraiment une approche de l'espace au cinéma à travers le prisme de la narratologie. Je vous en reparlerai un petit peu, c'est un livre complexe, ardu, c'est un livre qui part du principe, si vous voulez, que l'espace est une condition première d'appréhension du monde dans l'expérience courante. Nous avons une compréhension logique immédiate de l'espace en tant que concept. Et que c'est à partir de la compréhension de cette structure spatiale globale des choses que nous pouvons comprendre ce que les films racontent comme histoire. Et donc l'hypothèse, enfin la thèse d'André Gardy, c'est que finalement l'espace, ce n'est pas quelque chose qui est construit par la narration, c'est plutôt l'espace qui construit la narration. Mais l'espace en tant que condition de perception première des phénomènes, c'est-à-dire qu'on est dans une conception totalement kantienne de la question spatiale. L'espace, voilà, comme concept fondamental de compréhension du monde. C'est comme ça que Gardy l'approche. Et donc, quand Gardy parle des espaces filmés, il n'emploie pas le terme espace, il emploie le terme lieu. Et donc ça, c'est très important, évidemment, de toujours employer le bon terme quand on veut aborder la question de l'espace au cinéma. C'est ce qu'on avait dit lors du cours d'introduction, employer les termes lieu, environnement, paysage, plutôt que espace à tout bout de champ, ça permet aussi de bien spécifier de quoi on parle. Et par rapport au lieu, eh bien, Gardy propose aussi une sorte de thèse générale dans son ouvrage, qui est que finalement, tout film, quelle que soit l'histoire qu'il raconte, enfin tout film narratif représentatif, raconte en fait en filigrane l'histoire des rapports entre ces personnages et l'espace qu'ils parcourent.
Ce serait presque, en quelque sorte, il y aurait une fatalité spatialisante du cinéma qui, même lorsque ce n'est pas un projet formel explicite de la mise en scène, met de toute façon en rapport les corps des personnages avec les espaces de leur vie, et crée un lien, en fait un enjeu, en quelque sorte, de cette façon pour eux d'habiter et d'évoluer dans l'espace. Et donc, si on considère ainsi les lieux cinématographiques, les lieux de l'action dans une fiction, il faut considérer qu'ils sont une force première du récit, une dynamique première du récit, et que les liens qui tissent les personnages avec ces lieux, même quand ce n'est pas conscientisé par la mise en scène, sont de première importance. Enfin, sur l'aspect scénographique, donc sur l'idée que l'espace est aussi un matériau de mise en scène, pour la mise en scène, un matériau sculpté par la mise en scène. Là, il faut faire un petit point là-dessus. Je parle de scénographie, je reprends à dessein un terme qui vient plutôt du théâtre ou de l'opéra, en tout cas du spectacle vivant, et un terme dans lequel, que j'utilise, si vous voulez, en l'adaptant totalement à la spécificité du cinéma, c'est-à-dire en incorporant vraiment qu'on est là dans une scénographie, c'est-à-dire en gros une problématisation des rapports entre corps et espace, mais que cette problématisation des rapports entre corps et espace au cinéma, elle passe essentiellement par la médiation d'une caméra et par un outil expressif qui est spécifique au cinéma et qui est le montage. Donc quand on parle de scénographie ici, il ne s'agit pas d'une transposition directe de la scénographie scénique au cinéma, il s'agit vraiment d'une reconfiguration du concept même de scénographie pour vraiment voir comment le cinéma sculpte son espace en tant que matériau d'expression. Et donc ce qu'on peut dire à ce niveau-là, sur la scénographie spatiale de base du cinéma, et ça vaut, je dirais, pour quasiment tous les films, et on va voir comment ça s'applique spécifiquement dans le cas de Hit, c'est que, en fait, dans le cinéma, il y a un contrat passé avec les spectateurs qui suppose la reconnaissance par eux derrière l'écran, la reconnaissance spontanée, derrière l'écran, d'un univers tridimensionnel, homogène et cohérent. Autrement dit, d'un monde fictionnel, d'une diégèse, et dans laquelle les choses ont une place, dans laquelle les lois de la physique sont respectées, sauf si on est dans un film fantastique, évidemment, mais dans ce cas, on a un nouveau contrat avec le spectateur, dans laquelle, en gros, ce qui nous est montré à un instant T dans l'image, par exemple, un gros plan sur le visage d'un personnage, n'est pas la seule chose qui existe, mais on a l'impression, on a la supposition qu'il y a tout un monde beaucoup plus vaste qui entoure ce que la caméra a choisi de nous montrer à un instant T. Donc on fait la supposition d'un monde beaucoup plus vaste en fait que ce que les images du film vont nous montrer. Et c'est comme ça qu'on peut actualiser la fiction. C'est comme ça qu'on peut dire oui, qu'on peut y croire en quelque sorte, qu'on peut accomplir ce qu'on appelle la suspension de l'incrédulité. Et dans cet univers tridimensionnel, homogène et cohérent dont nous supposons l'existence derrière l'écran, eh bien, les moyens du cinéma, la caméra et le montage, enfin la mise en scène et le montage, vont opérer par fragmentation. À l'intérieur de ce grand univers tridimensionnel, homogène et cohérent qui existe derrière l'écran, eh bien, et derrière l'écran et au-delà, eh bien, on a choisi de vous montrer ça. On a choisi de faire ce plan A sur tel objet, ce plan B sur telle partie de l'espace urbain, ce plan C sur tel personnage, et ainsi de suite. On opère par fragmentation, par le cadre, par le point de vue de la caméra, si c'est de la contre-plongée, de la plongée, etc. Voilà, on ne filme pas les mêmes choses. Et par reconstruction. C'est-à-dire qu'à partir de tous ces fragments qu'on a prélevés sur ce grand univers tridimensionnel, homogène et cohérent dans lequel vivent les personnages et dans lequel nous croyons, nous spectateurs, à partir de tous ces fragments qu'on a prélevés, on reconstitue
une dynamique spatiale en créant des liens par des raccords de regard, de mouvements, etc. Des processus donc de linéarisation qui vont faire que le plan A, le plan B, le plan C vont être reliés dans l'esprit des spectateurs d'une certaine façon pour actualiser le fait qu'on est dans un univers tridimensionnel homogène et cohérent et pour appuyer sur certaines parties de cet univers et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans ce qui constitue des choix de mise en scène, des choix de montage, donc des choix artistiques, des choix qui, en fonction de l'endroit où on met la caméra, de ce qu'on filme, de comment on le filme, de la distance focale qu'on adopte, de la manière dont on fait raccorder les différents plans, eh bien, va être la façon dont on va en fait sculpter et modeler cet espace, ce grand univers tridimensionnel homogène et cohérent qui est supposé par les spectateurs exister tel quel derrière l'écran. Donc c'est ainsi qu'en fait, par les choix de position de la caméra, de cadrage, de focale, de prise de vue de façon générale, et par les choix de montage qui arrivent derrière et qui assemblent tout ça, on crée ce qu'on appelle l'espace dramatique d'un film. Et donc c'est ça le véritable enjeu scénographique, et c'est là que l'espace filmique devient vraiment un matériau. Ça implique évidemment une chose importante, c'est que l'espace filmique, c'est toujours les spectateurs qui l'actualisent, et c'est donc à la fois des choses visibles et des choses imaginées ou des choses dont on se souvient. Ça renvoie notamment à toute la question du hors-champ au cinéma. Le hors-champ au cinéma, c'est ce qui fait que si on ouvre une scène sur un gros plan sur un personnage, par exemple, sur le visage d'un personnage, nous, spectateurs, nous supposons déjà que autour de ce visage, il y a un monde qui existe. Donc il y a un effet d'anticipation lié au hors-champ. Et on ne sait pas exactement encore comment il va avoir, enfin à quoi ce monde va ressembler. On en a peut-être quelques indices. Si le personnage est, je sais pas, dans la nature, on se dit que par la suite on va voir d'autres plans de nature. S'il est dans dans ce qui ressemble à un appartement, on se dit que bientôt on va voir la cuisine, bientôt on va voir le salon, etc. Bon, on fait des suppositions qui sont plus ou moins actualisées par le film. On a des repères, mais en tout cas on imagine déjà un espace autour de ce qu'on voit, c'est-à-dire qui va bien au-delà de ce que, dans ce cas précis, la caméra nous aura donné à voir dans le premier plan d'une séquence. Et puis au fur et à mesure que cette séquence va se développer, que la caméra va adopter d'autres points de vue à l'intérieur du lieu fictionnel dans lequel on se trouve, et va donc nous en dévoiler d'autres fragments, d'autres endroits. Peut-être qu'il y aura d'autres personnages dans la séquence, peut-être que à tel endroit il y a quelque chose de surprenant dans le décor, etc. Eh bien, comment est-ce que tout ça peut fonctionner? Tout simplement parce que nous nous souvenons de ce que nous avons déjà vu, et que donc si nous avons vu une portion de la pièce dans le plan A et qu'ensuite elle n'est plus présente dans le plan B, elle reste en tout cas présente dans notre mémoire. Donc il n'y a pas seulement un effet d'anticipation dans la question du hors-champ, il y a aussi un effet de permanence. Et tout ça, ça renvoie en fait à des fondamentaux de la psychologie de la perception humaine, comme par exemple l'idée de la permanence des objets, c'est-à-dire l'idée que si un objet était devant ma vue et qu'il disparaît de ma vue, je ne pars pas du principe que l'objet n'existe plus. Simplement, il existe à un autre endroit de l'espace global que je conçois, que je ne vois pas, mais je sais qu'il est passé de ce côté. Bon, si vous voyez passer une voiture dans la rue et que cette voiture tourne au coin de la rue, vous ne la voyez plus, vous ne partez pas du principe qu'elle n'existe plus, simplement qu'elle est allée dans une zone de l'espace à laquelle vous n'avez plus accès. Or, cette permanence des objets, c'est quelque chose qu'on acquiert progressivement au cours des premiers mois de la vie. Donc c'est au bout de 6 mois environ qu'un nourrisson arrive à comprendre ça. C'est la raison pour laquelle jusqu'à l'âge de 6 mois en général on s'amuse beaucoup avec les bébés, parce que il suffit qu'on mette le visage derrière ses mains et pour le bébé on a disparu, et si les mains ensuite s'effacent, le bébé nous voit réapparaître et exprime en général sa joie par rapport à cet événement qu'il considère
probablement comme quelque chose d'un peu magique. Et puis par la suite, évidemment, quand l'enfant a acquis la permanence des objets, ce petit effet-là perd un petit peu de son efficacité. Donc voilà, c'est pour dire que à chaque fois qu'on raisonne sur l'espace cinématographique, on raisonne aussi en fonction de catégories de psychologie de la perception. On voit on essaye toujours de voir comment le film les actualise et comment aussi ça peut se dialoguer avec les fondamentaux de l'esthétique du cinéma. Alors justement, par rapport à ça, une des réflexions les plus importantes sur le hors-champ, c'était celle qui a été produite par André Bazin. Le hors-champ, pour lui, il y a à la fois du, dans l'image de cinéma, il y a à la fois du visible et de l'imaginaire, et il montre en fait dans ses écrits que l'image de cinéma fonctionne de façon particulière par rapport à ça, par rapport aux autres images, notamment aux images de la peinture. Et quelque part, la peinture, même quand le peintre peint sur sujet, face à son sujet, d'une certaine manière, il a avant tout organisé l'espace de sa toile. Donc il a peint par exemple un paysage, et on peut évidemment toujours considérer que ce paysage se prolonge au-delà du cadre du tableau. Mais pour Bazin, la peinture rappelle beaucoup moins ça que le cinéma, parce que le cinéma, lui, ce n'est pas une image blanche qu'on a remplie. L'image de cinéma, c'est une image, quand on est en prise de vue réelle, hein, c'est une image qu'on est allé chercher dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on a déjà fragmenté le monde réel avec le cadre, et que comme ce monde réel, c'est imprimé de façon directe sur la pellicule, l'hypothèse faite par les spectateurs qu'au-delà de ce que montre le cadre, il y a encore beaucoup de choses, cette hypothèse, elle est beaucoup plus facile et beaucoup plus évidente à actualiser au cinéma, parce qu'on sait qu'on est face vraiment à une portion du monde réel qui a été prélevée par le cadre de la caméra. Alors que dans la peinture, à la limite, on pourrait se dire, on est beaucoup plus dans l'idée du cadre en tant que cadre, c'est-à-dire du cadre qui ferme la composition. Et dans le cinéma, il y aurait une forme d'ouverture permanente au-delà du cadre, pour Bazin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle du cadre de l'image de cinéma comme un cache. Contrairement au cadre pictural, qui donc ferme l'image sur sa propre composition, le cadre cinématographique lui opère comme un cache, c'est-à-dire en fait simplement comme une limite au regard temporaire, mais d'un regard qui a vocation à aller au-delà des limites du cadre. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet, et la réflexion sur le hors-champ, on y reviendra notamment autour des théories de Noël Birch, bien entendu, parce qu'il a peut systématiser en gros les 6 portions de hors-champ au cinéma. Mais il y a une dernière catégorie intéressante à ce sujet, c'est celle de la suture, un concept développé par Jean-Pierre Houdard dans une série d'articles dans les cahiers du cinéma, dans l'époque très théorique des cahiers du cinéma, fin des années 60, début des années 70, qui dit qu'en gros, comment fonctionne le cinéma de façon générale, comme il prélève des fragments et qu'il les monte successivement pour nous donner l'espace global d'une scène, finalement, le cinéma fonctionne du point de vue de la psychoperception spectatorielle sur le mécanisme de la suture, c'est-à-dire que en donnant dans un plan A des éléments de question au spectateur, le film va y répondre dans un plan B. C'est-à-dire par exemple, dans un plan A, on voit un personnage qui regarde dans une direction. Et la question spontanément, qui va arriver spontanément à l'esprit spectatorial, c'est qu'est-ce qu'il regarde. Et le plan B est censé être un raccord de regard qui nous donne la réponse à la question posée dans le plan A. Et dans le plan B, peut-être qu'on va entendre un bruit hors champ, un bruit de quelque chose qui n'est pas dans le champ. Et donc on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et le plan C, qui va arriver ensuite, va nous montrer que par exemple ce bruit, c'est une voiture qui approche. Bon, etc. etc. Et en fait, que du point de vue spatial, eh bien,
Dans la relation psychoperspective avec les spectateurs, le cinéma fonctionnerait comme ça en permanence sur le principe, le cinéma en tout cas le plus courant, fonctionnerait en permanence sur le principe de la suture. C'est-à-dire il y a une béance qui est ouverte par un plan A qui pose une question d'ordre spatial. Qu'est-ce qu'il y a du côté où le personnage regarde et que je ne vois pas dans le plan A? Et le plan B vient répondre à ça en nous montrant ce que le personnage était en train de regarder dans le plan A. Donc il y a une béance qui s'est ouverte un instant dans notre rapport au film entre le plan A et le plan B, et cette béance, elle est immédiatement cicatrisée dans le plan B, qui amène la réponse à la question posée dans le plan A. Donc le tissu global du monde, de l'univers tridimensionnel homogène et cohérent dans lequel on se trouve est clos et refermé, et nous sommes rassurés, nous spectateurs, nous avons les réponses aux questions que nous nous posons, et c'est pour ça que Jean-Pierre Houdard appelle ce mécanisme la suture. Ça referme une plaie, si vous voulez, une plaie qui est refermée en fait à peine a-t-elle été ouverte. On la laisse à peine s'ouvrir. Ce que font en fait la plupart des films et des productions audiovisuelles, c'est suturer en permanence l'espace dramatique pour maintenir cette croyance dans l'univers tridimensionnel, homogène et cohérent dans lequel vivent les personnages et qui se trouve derrière l'écran. Mais on peut assurer cette croyance de différentes façons. Et après, c'est une question de style personnel, c'est une question de choix artistique. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans la manière de sculpter l'espace pour communiquer certains effets et certaines significations d'ordre spatial où l'espace va devenir un matériau d'expression aussi pour d'autres choses, comme par exemple les dynamiques relationnelles, les dynamiques sentimentales, dont on va parler à présent dans Hit. Je vous présente une première scène dans ce film qui est à la minute 25 et c'est une rencontre amoureuse entre deux personnages. Donc il y a le gangster incarné par Robert De Niro et qui rencontre une jeune femme qui va lui poser quelques questions indiscrètes au début et c'est la raison de sa méfiance à lui. Qui va un peu la rembarrer parce qu'il a envie d'être discret dans son activité professionnelle, j'ai envie de dire. Et puis on va simplement assister à une scène de séduction réciproque et de personnages qui terminent la nuit ensemble sur les hauteurs de Los Angeles. Voilà, donc ça c'est juste la scène qui précède. J'ai oublié d'enlever la petite vignette qui me représente. Voilà qui est fait. Bonne projection de cette séquence. Pass the cream. Thanks. What'd you get? What? What are you reading? Book about metals. Stress fractures in titanium. What kind of work you do? Lady, why are you so interested in what I read or what I do? I've seen you in the store from time to time. What store?
Miss San Ingles, I went there. If you don't want to talk to me, it's okay. Sorry I bothered you. I didn't mean to be rude. I didn't recognize you. I work in metals. I'm a salesman. My name's Neil. I'm Edie. You like working there? Sure. I get a discount. There's a whole section of books in my area. What area is that? Graphic design. I do letterheads and logotypes at night, and the store's a day job till I get enough going. Who do you do that for? A restaurant. I did their menus and a small record label, CDs. I've done 2 so far. You go to school for that? Yeah. Yeah, I went to Parsons, Oh, what's that? New York City, How long you been here? about a year. You like it? Not really. I'm mostly there for the work. Live in this neighborhood? No, I live kind of above Sunset Plaza. It's actually kind of it's a little house that I rent. It's kind of run down, but beautiful, beautiful view. What about you? I live up here. So where's your family from originally? They're Scots Irish. They immigrated to Appalachia in the late 1700s. Where are you from? The Bay Area. Are your folks there? Well, my mother died a long time ago. My father, I don't know where he is. Got a brother somewhere. You have a tight family, I can tell. Yeah, Right? you're right. City lights. In Fiji, they have these iridescent algae that come out once a year in the water. That's what it looks like out there. You been there? No, I'm going there someday. Oh yeah. You travel a lot? Yeah. What makes you lonely? I'm alone. I am not lonely. You? Are you lonely?
Voilà pour cette scène extrêmement romantique, hein, et le regard final du personnage principal de Robert De Niro s'explique aussi parce que dans le début du film, on l'a vu exprimer une morale du non-attachement. Il professe le fait que lorsqu'on est gangster, il faut pouvoir abandonner tout ce qu'on possède et tout, même les gens avec lesquels on vit en 30 secondes si jamais la police se pointe au bout de la rue. Et donc là, il y a évidemment un dilemme moral qui se met en place en lui vis-à-vis de l'attachement qu'il semble ressentir pour cette jeune femme jouée, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, par Amy Brenneman. Alors voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire du point de vue du jeu avec l'espace dans cette séquence globale de rencontres, de séduction qui se déroule déjà, on peut le dire, dans plusieurs lieux. Hein, il y a des lieux qui sont concomitants. Il y a d'abord cette bibliothèque dans laquelle elle travaille et dans laquelle lui, il vient consulter des ouvrages sur les métaux. En fait, il prépare un hold-up, donc c'est pour forer les métaux à l'entrée de la banque. Ensuite, on passe à un espace du restaurant qui est introduit par ce qu'on pourrait appeler une sorte de plan d'exposition qui part sur le serveur, comme vous avez vu tout à l'heure, puis qu'il abandonne pour venir recadrer le personnage au moment où il s'installe après un long travelling. Enfin, nous finirons dans l'espace de la maison de la jeune femme, avec deux endroits, la terrasse et la chambre. À partir du moment où on est avec les deux personnages principaux ici, se met en place un jeu intéressant, notamment avec l'angle de prise de vue. Notez ici que le début de ce dialogue, qui n'est pas très engageant, hein, se situe avec un champ contre champ dans lequel la caméra est placée dos au personnage. Donc il y a quelque chose d'un peu fermé en fait dans l'échange, et puis il y a aussi un espace assez important entre eux, puisqu'il y a un siège vide, un espace d'ailleurs qui sera comblé au moment d'un rapprochement un petit peu plus prégnant qu'opérera le personnage de Robert De Niro au moment où il décidera à se montrer un petit peu plus amical. On va d'ailleurs le voir très rapidement, mais au moment où le dialogue commence à s'engager de façon plus ouverte et de façon plus chaleureuse, eh bien, vous l'avez vu, la caméra, elle vient de franchir, on pourrait dire, la ligne des 180 degrés, mais elle le fait consciemment. Ici, on n'a pas sauté, ici, on n'a pas eu une impression de saute, c'est simplement que la caméra nous signale que maintenant, on passe sur un autre terrain de jeu. On va avoir à nouveau un champ contre champ, mais cette fois, les personnages vont être filmés de face, donc il y a quelque chose de beaucoup plus engageant. Et puis, derrière le personnage incarné par Amy Brenneman, eh bien, vous allez pouvoir le voir à chaque fois qu'on a le point de vue de Robert De Niro. Derrière Amy Brenneman, on a un couple qui semble très chaleureusement intime, voilà, qui semble très bien s'entendre, qui semble dans un rapport de séduction très réciproque et tout à fait satisfaisant. Et donc ce nouveau point de vue adopté par la caméra, une fois qu'elle a passé la ligne du comptoir, nous permet d'avoir en arrière-plan ces deux personnages. Et là, vous remarquez aussi que même avant que Robert De Niro se soit installé un siège plus près d'Amy Brenneman, du simple fait du jeu des positions pour la caméra et de la distance focale, on a déjà l'impression d'une plus grande proximité entre eux. Ici, la caméra repasse un instant, c'est intéressant, dans le dos des personnages. Elle repasse dans sa position initiale. Je vous remets ce moment.
Pourquoi? Bah parce qu'en fait, Robert De Niro ici effectue un geste qui est socialement un peu risqué. Et il se rapproche. Bon, est-ce que c'est voilà, c'est le petit moment où on peut avoir à nouveau l'idée que ces deux personnages sont quand même étrangers, mais assez rapidement, on retrouve les deux personnages en champ contre champ de face, avec la caméra de l'autre côté du comptoir, et l'atmosphère ne fait que se renforcer au niveau de l'intimité et de la chaleur de l'échange. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la ville de Los Angeles est directement inscrite dans le dialogue. Donc là, on va vraiment passer à la ville comme motif figuratif et comme enjeu dramaturgique. À l'espace, pardon, comme motif figuratif et comme enjeu dramaturgique. Où vous vivez dans la ville, quel est votre rapport à la ville? On voit que c'est quelque chose d'important parce que ça arrive vraiment en premier dans la conversation de ces deux personnages qui apprennent à se connaître. La suite de l'extrait va nous confirmer l'importance de la présence de la ville qui est en quelque sorte là pour veiller, servir de cadre, de lumière en quelque sorte au rapprochement entre les personnages. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez cette ville-là scintiller en arrière-plan avec aussi cet effet de flou qui vient d'arriver pour mettre la mise au point sur les personnages. Mais c'est intéressant parce que Robert De Niro parle aussi dans le dialogue de son rêve d'aller un jour au Fidji, là où il y a des algues iridescentes qui monte à la surface de la mer une fois par an, et ça ressemble un petit peu à la skyline de Los Angeles de nuit, au paysage urbain nocturne de Los Angeles. Et ça montre bien qu'en fait, ce qu'on disait de l'espace filmique pour nous spectateurs, c'est-à-dire que c'est à la fois du visuel et de l'imaginaire, c'est un peu le cas aussi pour les personnages ici du film, c'est-à-dire que Los Angeles n'est pas qu'un lieu d'existence pour eux, c'est aussi un lieu de projection, c'est aussi un lieu de fantasme d'autres lieux qui pourraient un jour servir de cadre à leur romance. Alors, il y a aussi effectivement peut-être quelque chose que vous avez remarqué, c'est la bizarrerie de ces plans-là. Par exemple, le plan qu'on est en train de visionner actuellement, sur le plan visuel, il y a quelque chose d'un petit peu incongru, quelque chose d'un petit peu artificiel. Je dis pas ça de manière péjorative, du tout. Quelque chose d'un petit peu anti-réaliste. C'est parce que, et là je vais vous remettre la séquence un tout petit peu en arrière, avant que De Niro, après que De Niro ait parlé des Fidji, c'est parce qu'en fait, cette séquence a été tournée en deux parties. Il y a eu le moment où ils sont vraiment allés sur une terrasse avec les personnages face au Los Angeles nocturne, et manifestement ce plan-là en fait partie, et le plan suivant aussi. Mais il y a un moment, il y a d'autres plans dans la séquence dans lesquels le lieu profilmique, c'est-à-dire le lieu du tournage, n'est pas le même, dans lequel des plans qui ont été tournés en studio. Et celui-là en fait partie, par exemple. Ainsi que les gros plans que l'on va revoir plus tard. C'est tourné en studio, ça se sent, ça se voit au type d'éclairage qu'il y a maintenant autour des deux personnages, et ça se voit surtout à la manière dont ces personnages semblent plaqués sur la toile peinte de la ville, qui est en fait ici une rétroprojection, une projection d'arrière-plan, c'est voilà, une transparence. On a filmé les personnages sur un plateau de tournage en studio, les comédiens, pardon, avec en arrière-plan un écran sur lequel était projetée l'image nocturne de Los Angeles. Donc ça crée une impression tout à fait artificielle, mais qui ici renforce très clairement la présence de la ville face à ces personnages, la manière dont ces personnages sont inscrits dans le paysage urbain qui leur sert à la fois de cadre d'existence et de lieu de projection, la manière dont ces petites lumières qu'on voit ici, notamment quand on repasse au flou et quand on repasse probablement ici, en l'occurrence à
à l'espace de tournage on location, en extérieur naturel. On a l'impression que les petites lumières ici scintillent pour eux, hein, en quelque sorte. Et donc la ville devient une sorte de support pour la romance. Et cette artificialité, en fait, elle est recherchée, elle est tout à fait assumée, et c'est une bonne façon de se dire, et ce qu'on peut se dire de ce film-là pour ce cas particulier, mais qu'on peut dire aussi d'une grande partie du cinéma, c'est qu'en fait, en général, mettre en scène et monter un film, c'est tricher avec l'espace. C'est de toute façon manipuler l'espace dans un sens qui ne se veut pas totalement anti-vraisemblable, anti-réaliste, on ne veut pas faire sortir les spectateurs du film, mais en tout cas, on ne se prive pas de manipuler l'espace, de tricher avec l'espace, de façon, par exemple ici, donc en faisant croire que deux séquences qui ont été tournées dans deux lieux différents dans la vraie vie, hein, une sur la terrasse d'une maison et l'autre dans un studio de cinéma, que ça fait en fait une seule action située en un seul lieu une fois passé dans le film. Hein. Et on ne cesse de faire ça en fait sur les plateaux de tournage et dans les salles de montage, tricher avec l'espace. Et si on le fait, c'est pour souvent soutenir, parfois c'est pour se faciliter la vie, mais c'est aussi pour soutenir des dynamiques expressives. Et là, en l'occurrence, l'inscription de ces personnages sur la ville qui est à peu près montrée comme une sorte de, on pourrait dire, de poster, hein, derrière eux, ça passe beaucoup mieux si on choisit délibérément l'artificialité du studio et du trucage visuel. Un dernier point à ce sujet, avant de passer à l'autre séquence, c'est que alors on fait aussi la part des choses évidemment entre ce qu'on peut dire du cinéma en général, du cinéma en tant que phénomène, du cinéma en tant que spectacle, et de ce que un film en particulier fait. Hein, il faut toujours essayer de bien montrer ça. Donc là, en l'occurrence, si je vous dis le cinéma en général, c'est une manière de tricher avec l'espace, ça concerne tous les films, et puis ensuite on spécifie comment dans cette séquence Michael Mann a accompli cette triche expressive en ce qui concerne Hit. Là encore, je vais vous parler d'un mécanisme fondamental du cinéma qui n'est pas du tout propre au film Hit, et puis simplement on rapportera ensuite à ce que le film fait à ce niveau-là. Une des spécificités du cinéma en tant que langage expressif par rapport notamment aux spectacles de scène qui présentent eux aussi des comédiens dans des espaces, c'est que le cinéma nous téléporte instantanément d'un espace, d'un lieu à un autre. Donc par exemple de la bibliothèque au restaurant et du restaurant à la terrasse. Donc il suffit, c'est un peu la magie du cinéma, il suffit d'évoquer le lieu où elle habite et puis instantanément, en un raccord, à la fin de cette séquence, on se retrouve dans ce lieu. On a eu l'ellipse de tout le trajet des personnages qui ont peut-être mis 35 minutes à aller rejoindre ce lieu à pied, et qui ont vécu des choses un peu triviales ou banales à ce moment-là, ont attendu un feu rouge pour traverser, j'en sais rien. Bon, tout ça, le cinéma l'éradique. On a, contrairement à notre perception réelle des choses, dans lesquelles, pour aller se retrouver dans un espace, il faut toujours être passé par des espaces intermédiaires. On a vu évoluer autour de nous les espaces dans lesquels on évoluait. Et bien, au cinéma, on peut véritablement sauter et se retrouver d'un seul coup dans un autre lieu. Alors ça, c'est donc pas du tout fondamental à Hit. On fait ici vraiment mention d'un mécanisme général des films de fiction. Quasiment tous se servent de cette propriété fondamentale du montage cinématographique. Après, si on veut spécifier un petit peu comment ça se passe dans Hit et en quoi ça soutient le propos et la dynamique de la séquence, on peut remarquer que ce qui compte ici, semble-t-il, pour le cinéaste, c'est de fluidifier au maximum ce passage, c'est de montrer que tout se déroule dans une sorte de dynamique générale qui ne cesse jamais,
entre ces deux personnages, à partir du moment où elle est devenue positive, à partir du moment où leur échange a été plus intime et plus engageant, eh bien, on va tranquillement vers le rapprochement physique. Et pour ce faire, eh bien, on peut utiliser une méthode qui est pas du tout hyper originale, hein, mais qui ici fonctionne très bien, qui est au moment de la saute entre les deux lieux différents de l'action, entre le restaurant et la terrasse de la maison, eh bien, on va linéariser ça avec une sorte de fondu sonore dans lequel un dialogue énoncé à la fin de la scène du restaurant semble se poursuivre sur la terrasse, comme si, voilà, 40 minutes plus tard, il reprenait la conversation exactement là où il l'avait laissée. Et puis évidemment, il y a la musique, hein, qui est souvent utilisée comme ça au cinéma, comme nous le dit Michel Chion dans son livre La musique au cinéma, comme une façon de colmater en fait la petite brèche, le petit fossé que peut creuser le montage d'un film quand il nous téléporte instantanément d'un lieu à l'autre. Eh bien, si on a une atmosphère musicale commune à la fin de la séquence A et au début de la séquence B, le passage se fait dans une grande douceur, dans une grande fluidité. Et on peut dire que cette douceur et cette fluidité, ici, elles ne sont pas simplement recherchées pour le confort du spectateur, elles sont recherchées pour la communication au spectateur du caractère idéal, du caractère fluide, du caractère très doux, très harmonieux de la rencontre et de l'évolution des rapports entre ces deux personnages. Donc je vous propose juste, pour finir l'analyse spatiale de cette séquence, de réécouter la transition entre la fin de la séquence du restaurant et le début de la séquence sur la terrasse. Live in this neighborhood? No, I live kind of above Sunset Plaza. It's actually it's a little house that I rent. It's just kind of run down, but a beautiful, beautiful view. What about you? I live up here. So where's your family from originally? Oh, Scots-Irish. Voilà, vous avez donc notamment le rire de Amy Brenneman, hein, qui semble se prolonger d'une séquence à l'autre, et puis cette belle musique assez élégiaque au synthé qui entre-exprime très bien le caractère, la poésie nocturne particulière de Los Angeles, qui est une poésie, voilà, de néon, de réverbère et d'immensité lumineuse telle qu'on la voit en arrière-plan ici des protagonistes. Voilà donc pour l'analyse de cette séquence. Je vous propose l'analyse d'une autre séquence qui se retrouve beaucoup plus tard dans le film à 2h15 minutes. Là, c'est un autre couple qui va être mis en jeu. Un couple qui est incarné donc par Val Kilmer pour l'homme. Val Kilmer, c'est l'associé principal de Robert De Niro dans leurs entreprises criminelles. On est 2 heures plus tard dans le film, donc à ce moment-là, cette bande de malfrats de haut vol a tenté un gros coup, mais a été prise en piège par la police. S'en est suivi une fusillade qui a occasionné un véritable morceau de bravoure dans le film, hein, une très longue scène de fusillade d'une vingtaine de minutes dans les rues de Los Angeles qui est magistralement mise en scène. Je vous laisse découvrir si vous voulez voir dans l'ensemble du film. Et donc cette fusillade a fait beaucoup de victimes et donc les criminels, notamment les personnages de Robert De Niro et de Val Kilmer, sont activement recherchés, comme vous pouvez vous en douter. Donc Val Kilmer, à ce moment-là, il est fugitif, et dans la scène qu'on va voir, il a changé son apparence, notamment du fait qu'il a la figure un peu transformée, et qu'il a également complètement changé sa coupe de cheveux. Bon, je vous le dis simplement parce que c'est important dans le fait que notamment les policiers vont pas le reconnaître immédiatement quand ils vont l'interpeller. Et Val Kilmer, en fait, alors lui, sa romance, elle n'en est pas au même point que celle de Robert De Niro dans le film, parce que au début du film, il est marié avec un enfant, avec une femme qui est jouée par Ashley Judd, et eux, ils sont plutôt au point où ça va pas très bien.
où le couple se déchire pour pas grand-chose, de façon violente, etc. Donc eux, c'est plutôt, on va dire, un couple en crise, et pas un couple en construction comme l'est celui de Robert De Niro et d'Amy Brennan. N'empêche qu'ils ont vécu des choses importantes ensemble et que, d'une certaine manière, Ashley Judd, le personnage d'Ashley Judd à ce moment-là, est quand même toujours, bien qu'elle ait quitté le personnage de Val Kilmer, elle est quand même toujours attachée à lui d'une certaine façon. Donc je vous le dis parce que c'est un des enjeux de cette scène, puisque dans cette scène, en fait, Ashley Judd, qui a été mise sous pression par la police, en fait, qui lui menace de lui retirer la garde de son enfant si elle ne collabore pas à l'arrestation du personnage de Val Kilmer, eh bien, elle est un petit peu obligée de servir d'appât pour ce dernier. On se doute que Val Kilmer va essayer de la retrouver. Et donc, on lui demande, avec les policiers en embuscade, de se montrer au balcon et de lui faire signe de monter et que tout se passe bien afin de procéder à son arrestation. Or, ce que va essayer de faire Ashley Judd ici, qui est vraiment l'héroïne principale autour de laquelle tout tourne dans cette séquence, c'est de communiquer discrètement à Val Kilmer de s'échapper, sans être prise par les policiers qui, s'ils voient ça, évidemment, vont mettre leur menace de retrait d'enfant à exécution. Donc il y a un autre personnage qui intervient très peu au début de la séquence, qui est l'amant actuel de Ashley Judd, qui est un personnage que le film présente de manière, enfin plutôt comme un personnage assez odieux et falot, et finalement qui va être assez rapidement effacé par la mise en scène, justement par les choix scénographiques, qui est là dans l'espace, mais on ne va plus dans l'espace de l'action, mais on ne va plus le montrer très rapidement, au profit notamment du rapport entre le personnage d'Ashley Judd et le policier noir avec lequel elle est obligée de collaborer. Tout en essayant évidemment de le tromper en indiquant à son ancien époux de s'enfuir. Et enfin, pour compléter tous les enjeux de cette scène, il y a le personnage d'Al Pacino, le chef des policiers, qui est au téléphone et qui n'est donc pas dans le lieu principal de l'action, qui est dans le commissariat. Et on a un montage alterné ici qui va permettre à deux lieux, à une action qui se déroule dans deux lieux séparés, géographiquement, dans l'espace de la fiction, bien sûr, de communiquer et qui va nous téléporter, nous, spectateurs, d'un lieu à l'autre en permanence, à tel point que finalement les deux lieux restent présents en même temps dans notre esprit, ce qui est une autre propriété fondamentale du cinéma à travers la forme filmique du montage alterné, dont la bande dessinée peut se rapprocher éventuellement. Enfin, il n'y a pas vraiment d'équivalent au montage alterné dans les autres médiums. En littérature, c'est quelque chose qui serait extrêmement artificiel. La bande dessinée peut s'en rapprocher, mais dans la bande dessinée, c'est moins évident de dire qu'on saute véritablement d'un espace à l'autre, puisque nous avons en permanence la planche entière sous les yeux et pas seulement la case dans laquelle on représenterait le policier d'un côté, le criminel de l'autre, etc. Alors qu'au cinéma, c'est vraiment plein écran dans le commissariat ou plein écran dans l'appartement d'Ashley Judd. On passe vraiment de l'un à l'autre et on peut être sensible à la manière dont ça se déroule. Je crois que je vous en ai dit assez, vous avez tous les enjeux narratifs de cette séquence en tête. Je vous propose donc de la visionner, puis on revient dessus brièvement ensuite. I got a line here. Come on, sugar, show yourself. Yeah, do it. Shut up! And just 1 second at the window. And it's all over.
Reese's Grocery on Dell Avenue. Good work. It's not him. It's not Chris. Unit 2, this is command. Take him at the street and check him out. Yeah. This guy's John Peterson. Valid ID, cars registered to the last name Bukowski, first name Gene, ran it to DMV, it's clean. Let him go. Roger. Thank you very much. Have a good evening. It's a no-go, Vince. Would you like a cup of coffee while we wait, Mrs. Shirley's? Yeah, that'd be nice. Voilà, donc vous comprenez, l'argument mélodramatique de la scène est extrême puisque, d'une certaine façon, la manière aussi dont ça nous est présenté par le film, si Ashley Judd ne fait rien, eh bien Val Kilmer va être capturé, mais si elle lui dit de partir, il va partir pour toujours, hein, il va partir dans une cavale, il ne pourra jamais revenir aux États-Unis, ils ne pourront jamais se retrouver. Donc de toute façon, elle le perd. Hein, et là, elle choisit de le perdre de la façon la plus dangereuse pour elle et pour sa situation, dans ce qu'on pourrait appeler un ultime geste d'amour en souvenir de leur histoire. Donc le potentiel mélodramatique de la séquence est très important. Dans cette séquence, le mobilier urbain, l'architecture urbaine est très présente, hein, puisque il y a donc évidemment un immeuble, des lampadaires à côté de cet immeuble, une rue en pente qui y mène, un terrain de jeu avec des basketteurs. On pourrait presque dessiner, hein, le plan de ce lieu fictionnel parce que le découpage et les différents emplacements de la caméra nous permettent de nous en faire une idée, nous en tant que spectateurs, très précise. C'est notamment le cas, c'est normal parce que finalement là le lieu en tant qu'enjeu dramaturgique est extrêmement important. Hein. La façon dont Val Kilmer va se comporter à l'intérieur de ce lieu, est-ce qu'il va en réchapper, est-ce qu'il va pouvoir en repartir, est-ce qu'il va y être capturé. Bon, on voit qu'il y a vraiment des enjeux narratifs qui sont immédiats. On le voit aussi à travers les points de vue des policiers qui mettent en joue voilà, potentiellement la voiture de Val Kilmer. On a plusieurs plans au début et à la fin de la séquence sur la présence policière qui épie le fugitif. Donc là, l'enjeu dramaturgique est très important. La manière dont notre cerveau de spectateur va permettre d'actualiser l'ensemble de ces enjeux est permise par la mise en scène, notamment parce que il n'y a pas seulement ce découpage il y a aussi un plan très intéressant ici
voilà, qui est un plan continu, hein, un grand travelling à la grue assez virtuose, assez complexe, qui part de Ashley Judd sur le balcon, qui nous montre que les policiers sont tapis dans l'ombre dans l'appartement, hein, on a l'inspecteur de police ici, et puis la caméra continue son chemin pour bien marquer le lien avec la voiture de Val Kilmer qui arrive sur le trottoir, et si on en doutait, eh bien on va le voir sortir dans un instant, ce personnage incarné par Val Kilmer, avec l'idée que derrière lui, bon, il y a des basketteurs, et que ces basketteurs ne sont pas anodins non plus, parce qu'à un moment donné, bah, ça va être une des ressources du lieu pour permettre à ce personnage de Val Kilmer de s'en sortir, par exemple en simulant le fait qu'il cherche un endroit à louer. Et donc il va pouvoir s'adresser aux basketteurs et puis mettre en place cette petite comédie qui vise à donner le change vis-à-vis des policiers. Donc en tant qu'enjeu dramaturgique, là l'espace joue à plein. En revanche, en tant qu'enjeu figuratif, en tant que motif figuratif, là pour le coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, oui, le mobilier urbain est très important, hein, les lampadaires, le terrain de basket, la rue, l'immeuble, etc. Mais en revanche, par rapport à la séquence précédente avec Robert De Niro et Amy Brenneman, devant la City of Lights, eh bien, il n'y a absolument rien de propre à Los Angeles dans la séquence que nous voyons actuellement. Cette séquence-là, elle pourrait se passer dans n'importe quelle ville, ce qui ne diminue pas son mérite, bien entendu, alors que la première que nous avons visionnée, c'est quand même vraiment une séquence typique de Los Angeles. Los Angeles est présente dans le dialogue, Los Angeles est présente à l'image, Los Angeles est même proéminente à l'image, et ce sont vraiment les caractéristiques de l'habitat de Los Angeles qui sont mises en avant dans la séquence avec Robert De Niro. Dans celle avec Val Kilmer et Ashley Judd, eh bien, beaucoup moins. On peut le noter. Et ce sur quoi on va se pencher spécifiquement maintenant, c'est surtout sur l'espace en tant que matériau pour la mise en scène et le montage, parce qu'il y a un très gros travail de découpage dans cette séquence, un très gros travail notamment au niveau du jeu avec les distances focales, un très gros travail avec le flou, comme le montre par exemple le plan sur lequel je me suis arrêté un petit peu par hasard. Donc un travail en permanence sur la profondeur de champ, hein, et c'est aussi comme ça qu'on sculpte l'espace, à travers la mise en scène et le montage. C'est-à-dire que c'est pas seulement à travers la position de la caméra, le cadre, l'angle de prise de vue, c'est aussi à travers le choix qui est fait pour la lentille, quoi, pour l'objectif. Est-ce qu'on est dans une longue focale, une courte focale? Est-ce qu'on a une très grande profondeur de champ, contre une profondeur de champ très réduite? Est-ce que tout est net à l'image, ou est-ce qu'au contraire l'arrière-plan est flou? C'est pas du tout les mêmes sensations spatiales que la mise en scène va nous donner, même en filmant les mêmes choses, hein. Si, comme disait Sidney Lumet, je vous l'ai déjà donné cette citation dans le cours d'analyse d'objets audiovisuels, hein, si vous filmez la même chose mais vous changez d'objectif, déjà vous ne racontez plus la même histoire, et on pourrait dire, pour le paraphraser, vous ne filmez plus le même espace. Alors qu'est-ce qui se passe plus précisément dans cette séquence à ce niveau-là? Détaillons-le un petit peu, hein. On a donc d'abord des scènes qu'on peut rapporter au point de vue de la surveillance des policiers, hein, qui nous informent de cette présence tapis dans l'ombre un petit peu partout, même si invisible pour le personnage principal. On a la mise en place du jeu avec le montage alterné, parce que il est très important dans le film, il y a vraiment une sorte de rivalité, hein, entre Al Pacino, le policier, et Robert De Niro, le gangster, et donc Al Pacino, qui n'est pas présent sur le lieu de l'action, va la suivre à distance à travers le téléphone, et sa tension en fait est aussi vectrice de la tension des spectateurs. Il est un petit peu le vecteur de notre rapport à l'action. Même si nous n'avons pas forcément, comme lui, la même envie que le personnage de Val Kilmer soit capturé. Enfin, ça peut appartenir à chaque spectateur. Et donc, nous avons par exemple ce rapport
entre ces trois personnages, qui sont finalement les trois personnages principaux qui se trouvent dans l'appartement. Donc il y a Ashley Judd à droite, son amant, personnage peu aimable hein, dans le film, à gauche, et l'inspecteur de police au centre, ici un petit peu dans le flou, parce que la mise au point est faite sur Ashley Judd. Et on pourrait d'ailleurs dire que dans l'ensemble de cette séquence, je le dis une fois pour toutes, mais globalement, l'idée c'est vraiment de nous immerger dans la subjectivité, dans le rapport subjectif à l'espace d'Ashley Judd, et même quand on adopte temporairement d'autres points de vue que le sien, on revient toujours au sien, il y a toujours l'idée de voir comment elle vit cette séquence. Elle est vraiment voilà, le point de fixation autour duquel tout se déploie en termes de mise en scène de l'espace. Mais donc ce qui est intéressant par exemple dans le rapport entre ces trois personnages, c'est notamment comment l'un d'eux va être très rapidement évincé de la mise en scène après une intervention relativement médiocre, et comment ensuite entre les deux autres ça va se passer, la façon dont, voilà, dont les rapports dramaturgiques évoluent, notamment à travers la façon dont Michael Mann et son chef opérateur sculptent l'espace. Donc voyons. Alors, chose très intéressante ici, qu'on peut noter, après l'intervention de ce personnage, c'est qu'en fait, entre les deux personnages qui vont être ici mis en confrontation, donc l'inspecteur de police et Ashley Judd, eh bien, le rapport de netteté va jouer ici un rôle important pour, en quelque sorte, suppléer le champ contre champ qu'on aurait pu habituellement trouver, et qu'on aura aussi à d'autres moments dans la séquence. Finalement, au lieu de faire plan A sur Ashley Judd, plan B sur l'inspecteur de police, plan C sur Ashley Judd, on a pu, vous voyez, avoir plan A et plan C, en fait, où l'arrêt sur image n'est pas très flatteur pour Ashley Judd ici, on a pu avoir cette dynamique de champ contre champ en fait à l'intérieur du même plan, simplement parce qu'on a fait varier la distance focale et qu'on a mis au point d'abord sur Ashley Judd et ensuite sur l'inspecteur de police. Alors, un petit point sur la question du montage alterné pour dire que donc on y revient assez souvent dans ce commissariat avec toujours le même plan, avec la caméra face à Al Pacino, son associé avec le bras en écharpe que l'on voit à sa gauche, et une composition qui, si elle ne rend pas parfaitement nette l'arrière-plan, parce qu'on a une mise au point qui est vraiment faite sur Al Pacino, en tout cas exacerbe beaucoup l'effet de profondeur, notamment à travers ce qu'on voit au sommet dans la partie supérieure de l'écran, et notamment ces espèces de poutres apparentes qui sont comme des lignes de fuite qui partent vers le centre de l'image tout en étant parallèles. Voilà, bon, ça donne une impression très dynamique d'un espace très creusé derrière Al Pacino. Et ce qui est intéressant par rapport à ce montage alterné, c'est qu'en fait tous les moments où on va être avec Al Pacino qui suit l'action, sont des moments où on sent vraiment cet espace creusé derrière lui, hein, comme vous l'avez vu ici. Et puis au moment où le soufflet retombe, c'est-à-dire le moment où on a vérifié l'identité du fugitif et bon, il avait des faux papiers et du coup on l'a laissé passer, quand l'inspecteur sur place dit à Al Pacino faux espoir,
la composition ici de l'image, en termes de rapport à la profondeur, a changé par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que le flou dans l'arrière-plan est beaucoup plus proéminent. Les poutres dans la partie supérieure de l'écran sont beaucoup moins présentes, du coup le regard plonge beaucoup moins, et on a beaucoup plus l'impression, et d'ailleurs c'est peut-être pas qu'une impression, hein, que finalement ce qu'il y a derrière Al Pacino, c'est une espèce de surface. L'effet de profondeur derrière lui a été complètement escamoté au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que la tension qui animait ce personnage est complètement retombée. C'est comme si la profondeur derrière lui dans les plans précédents sur lui en fait était en quelque sorte une indication de son attention, de sa très grande là aussi l'arrêt sur image n'est pas génial, voilà, de sa très grande mobilisation dans finalement ce qui est en train de se passer dans un autre lieu que le sien. Donc c'est là aussi qu'on voit la manière dont le jeu avec la distance focale, avec le plan de netteté et la présence plus ou moins proéminente du flou est très important dans cette séquence. Alors je reviens sur finalement ce qui va constituer le cœur de la scène, c'est-à-dire l'échange de regards entre Ashley Judd et Val Kilmer, échange de regards et de gestes en fait, puisque elle va lui faire ce geste de la main très risqué pour elle dans sa situation, mais qui va le sauver lui. Et déjà ce qu'on peut dire d'une certaine façon par rapport à ça, donc on va revoir l'espèce de plan d'exposition. Ici, un plan d'exposition, d'ailleurs, c'est peut-être intéressant à dire, qui n'intervient pas au tout début de la scène, qui intervient en cours de séquence, mais souvent on a ce type de plan au début d'une séquence au cinéma, parce que ça permet de livrer au spectateur tous les enjeux scénographiques et spatiaux de la séquence. Mais à partir du moment où Val Kilmer descend de la voiture, eh bien le film, les concepteurs du film choisissent cette fois, pendant un temps assez long, de limiter l'espace visible uniquement à un gros plan sur Val Kilmer d'un côté et un gros plan sur Ashley Judd de l'autre. Et là c'est un plan encore un petit peu vaste, mais très bientôt la caméra va se rapprocher. C'est-à-dire que il y a une concentration de l'action à ce moment-là sur ces deux êtres, ce qui est justifié évidemment en termes scénaristiques, si l'on veut, puisque c'est maintenant là que ça se joue. Mais ce qui est aussi assez beau parce que, d'une certaine façon, c'est comme si le film leur offrait un espace à eux. Débarrassés pendant un temps, débarrassés entre guillemets, parce qu'on ne l'oublie jamais vraiment, le monde extérieur continue à exister malgré tout, mais débarrassés pendant un temps de tout ce qui existe autour d'eux. Et cette dynamique d'abstraction, notamment, passe beaucoup par les effets de focale, là encore. La mise au point qui est faite sur chacun d'eux, et qui fait que le décor en arrière-plan n'est plus un décor à proprement parler, ce n'est plus un décor architectural doté d'une profondeur, doté d'une matière, etc. Ce ne sont plus que des taches de lumière. Donc d'une certaine façon, si on veut relier cette séquence à la première qu'on a vue avec Robert De Niro et Amy Brenneman, on pourrait dire que l'effet City Lights joue encore dans cette séquence, avec des taches de lumière qui ont un côté presque, Noël, quoi, enfin, qui accompagne vraiment la réjouissance de deux amoureux qui partagent un espace en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, en leur permettant ça, le film, ici, à travers ce champ contre champ, entre eux deux, le film ici abolit aussi la distance qui les sépare dans l'espace fictionnel. Dans l'espace fictionnel, lui, il est de l'autre côté de la rue, elle est sur un balcon, il y a une trentaine de mètres entre eux peut-être, voire davantage, mais pendant ce bref échange de champ contre champ,
où les personnages semblent isolés du monde, simplement avec derrière eux ces espèces de lumières presque festives, eh bien, on a l'impression entre eux d'une très grande proximité. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le fait qu'ils sont éloignés l'un de l'autre. Non, on le sait, on a vu avant le plan qui nous montre leurs positions respectives. Mais on a en plus cette expressivité de l'espace comme matériau qui permet véritablement de les mettre en rapport, de créer entre eux, enfin d'abolir la distance entre eux. Et c'est comme si le film leur faisait le cadeau de ce petit moment d'intimité au cœur d'une action trépidante. Un moment d'intimité d'ailleurs très bref, puisqu'il faudra l'interrompre très vite pour que Val Kilmer puisse se sauver. C'est grâce à ce plan-là, évidemment, qu'il le comprend. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant aussi, c'est que cette dynamique qui consiste à abstraire les deux personnages de leur environnement urbain référent pour rendre cet environnement abstrait et en faire une espèce de cocon intime, eh bien, du côté d'Ashley Judd, elle va rester dedans, et du côté de Val Kilmer, le temps de comprendre, en fait, lui, il va en sortir. Et là, à ce moment-là, Val Kilmer, voilà, il est revenu dans un espace d'action. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière lui, c'est pas juste des taches de couleur pour dire youhou, je suis amoureux, je suis content de retrouver ma femme. C'est plutôt bon, voilà, je suis dans le pétrin et comment je vais faire pour m'en sortir, quelles sont les ressources qu'il y a dans mon environnement autour de moi. Et bien justement, ces ressources, c'est les basketteurs qui se trouvent là sur le terrain de jeu et il va leur demander s'il n'y a pas un immeuble à louer pour faire comme si son arrêt ici était purement fortuit et ainsi dissimuler son identité. Donc lui, il est revenu à un moment en fait où il est obligé de à nouveau de se mouvoir dans l'environnement, je dirais réaliste de cette partie de ce quartier, dont on pourrait dire la portée en tant qu'enjeu dramaturgique ressurgit. Alors que elle, eh ben, comme pour l'instant elle n'a pas tout de suite à agir, elle peut rester un moment suspendue dans l'espace intime de la romance que lui, il a quitté déjà par nécessité, et elle peut donc y rester encore le temps d'un plan, avant de, à son tour, devoir repartir à son environnement et à tous les enjeux auxquels elle doit faire face dans cet environnement-là. Donc fin du moment privilégié. On peut voir aussi comment ça se passe au niveau sonore. C'est pas, même si là c'est sans doute au niveau visuel que c'est le plus fort, hein, bien entendu, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent à ce niveau-là que je vais essayer de vous présenter. Voyons comment au niveau sonore l'environnement urbain existe à certains moments et à quel moment il est en quelque sorte un peu escamoté, puis à quel moment il va revenir. Donc écoutons avec attention en revoyant cet échange de regards entre Val Kilmer et Ashley Judd.
Voilà, vous avez senti comment, alors je sais pas si vous l'avez bien senti parce que bon, je crois que les conditions de restitution sonore que je vous propose sont quand même pas fondamentales, hein, enfin sont quand même pas fabuleuses, pardon. Ça passe sur des enceintes chez moi, c'est capté par un micro, mais bon, vous avez senti, je pense, à quel point finalement les bruits de l'espace urbain nocturne, notamment associés au terrain de jeu, euh, passent en retrait dans le mixage, deviennent un peu sous-mixés, deviennent beaucoup plus silencieux pendant le temps de l'échange de regards, pendant le temps où les deux amants semblent suspendus dans cet espace à eux que le film leur crée à travers les deux gros plans et à travers le jeu avec la distance focale qui fait des lumières de la ville, des taches de couleur autour d'eux. Et puis dès qu'ils sortent en fait de ce petit moment d'extase, ce petit moment en suspension, eh bien on voit que le mixage de cet environnement urbain proche remonte un peu. Donc en quelque sorte, on peut dire que du point de vue de l'espace sonore, le film ici aussi, comme du point de vue de l'espace visuel, épouse vraiment la dynamique sentimentale de ces personnages qui se coupent un peu sensoriellement du monde, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau sonore, pour n'exister plus que l'un pour l'autre pendant ces brèves secondes où ils ont ce dernier en fait échange de regards de leur existence a priori. Voilà, alors ce qui est intéressant avec tout ça, évidemment, bah, c'est de se rendre compte que l'espace ici, en tant que matériau de la composition filmique, sculpté par la mise en scène et le montage, il est vraiment en permanence modelé et de façon très forte hein, par Michael Mann et par ses collaborateurs de création. Il est tordu, il est fragmenté de manière très forte. Il y a par exemple des gros plans très rapprochés. Il y a des manipulations en termes de distance focale qui mettent la netteté d'un côté, le flou de l'autre, et puis on passe au flou et à la netteté à l'inverse selon les cas. Voilà, on a vraiment l'impression d'un espace, comment dire, trituré, quoi. Assez violemment déformé par la mise en scène et par le montage, à des fins d'expressivité, à des fins de dramaturgie, à des fins de production de certains effets, de certaines significations. Et ça nous donne aussi, alors ça soutient évidemment des dynamiques, je dirais, qui sont déjà présentes dans le scénario, mais ça nous donne aussi quelque chose de l'ordre du vécu spatial des protagonistes, si on se rapproche de ce que dit André Gardy dans son livre L'espace au cinéma, que finalement tout film ou toute séquence de film raconte aussi le lien des personnages avec l'espace qu'ils parcourent, qu'ils habitent, etc. Bah ici, on peut dire que d'une certaine façon, c'est aussi une manière de témoigner de l'espace vécu par les personnages principaux, et notamment cette façon d'être coupé du monde quand l'affect nous étreint, que la sensorialité, aussi bien visuelle que sonore, de l'espace autour de nous passe comme au second plan quand on est par exemple omnubilé par un affect très important. C'est une expérience, je pense, qu'on peut tous faire dans la vie, et que le film ici, même si c'est dans une situation très paroxystique, très mélodramatique, finalement nous restitue. Hein. Donc il y a pas seulement, je dirais que l'espace est utilisé comme un matériau pas seulement pour exprimer des enjeux émotifs, mais aussi pour exprimer finalement des enjeux spatiaux, des enjeux de vécu spatiaux dans un certain cas de figure qui est celui des personnages ici. Je terminerai aussi en disant que finalement cette situation de Ashley Judd et de Val Kilmer, elle sur le balcon, lui dans la rue en contrebas, même si on n'a à aucun moment un plan général qui nous montre les deux face à face, hein, eh bien d'une certaine façon ça renvoie à un héritage un peu archétypal, notamment théâtral, hein, des représentations de l'amour courtois dans dans les récits des siècles qui nous ont précédés, où la situation de la femme à son balcon et de l'homme qui lui joue la sérénade ou vient lui conter son amour en pleine nuit de façon clandestine en étant
au pied du balcon est assez récurrente. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. L'exemple le plus fameux, c'est Roméo et Juliette, mais on peut aussi citer par exemple Cyrano de Bergerac. Et donc ici, on a une réactualisation, on pourrait dire, une réappropriation dans un contexte tout à fait différent du Los Angeles de la fin du XXe siècle, dans un film de gangster, de cet archétype sentimental de la femme au balcon qui ici voilà, est reconfiguré à travers tout le jeu de modelage de l'espace que nous avons décrit, mais qui peut exister aussi à l'esprit des spectateurs dans cette situation particulièrement mélodramatique. Et bien que ce jeu avec l'espace en tant que matériau de la mise en scène soit extrêmement stylisé, avec une stylisation très insistante, une volonté d'expressivité très forte, pour autant, à aucun moment il ne nuit au réalisme, c'est-à-dire que Hit est un film très grand public, qui a plu à énormément de gens qui ne font pas d'analyse de film ou qui ne sont pas en master en train de se poser des questions sur l'espace cinématographique. Non, on est vraiment devant un film qui respecte aussi tous les critères par lesquels les spectateurs peuvent suivre un film confortablement en ayant toutes les informations spatiales qu'il leur faut pour savoir où sont les personnages les uns par rapport aux autres, quels sont les enjeux de la séquence, etc. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que la stylisation extrême du jeu avec le matériau spatial n'est pas du tout incompatible avec le réalisme du vécu spectatoriel par rapport à l'espace. Les deux ne sont pas incompatibles. À partir de ce vécu spectatoriel qui actualise l'univers tridimensionnel, homogène et cohérent dans lequel vivent les personnages, dans lequel se déroule l'action, eh bien, on a une infinité de possibilités pour la mise en scène et pour le montage, pour sculpter cet espace de base qui existe dans la relation entre le film et ses spectateurs. Et donc ici, Michael Mann, c'est un grand styliste à ce niveau-là, et tout le film Hit d'ailleurs est vraiment hyper intéressant dans sa façon de mettre en scène la ville de Los Angeles, la ville en général, autour des personnages, les travelling, les choix de cadre, de point de vue, et surtout le jeu avec la distance focale. Il y a vraiment l'utilisation de la longue focale qui est super intéressante dans le film. Voilà, tout ça, ça fait vraiment partie d'un projet artistique qui met vraiment la ville, qui en fait non pas simplement un décor, qui en fait pas simplement un arrière-fond, comme c'est le cas dans beaucoup de films qui se déroulent en ville, il faut bien l'avouer, la ville n'est pas toujours un enjeu extraordinaire, mais là dans Hit on sent bien qu'elle est beaucoup plus présente, vraiment au fondement du projet artistique du film, et qu'elle sert vraiment à définir les personnages, à définir leur manière d'être au monde, à définir l'évolution de leur rapport, et à définir l'évolution de leur existence telle que le film nous l'a décrit. Donc je vous laisse, si vous le souhaitez encore une fois, visionner le film dans son ensemble. Sinon vous pouvez vous contenter de lire l'article que je vous mets en lien sur eCampus. Et voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo en vous remerciant de l'avoir suivi et en vous disant à très bientôt pour la séance numéro 3.